L'infidélité, c'est un mot bien délicat. C'est peut-être pas bien, mais ça se fait. C'est qu'il y a peut-être aussi des raisons. Ça vient pas tout seul et ça vient des deux aussi. Quand une femme n'est pas en sécurité dans son couple, je les juge pas, mais en même temps je le cautionne pas. On va dire qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, son corps y appartient. Ça montre soit l'amour, soit le respectueux envers une personne. Elle aime sa liberté. Je suis quelqu'un qui a besoin de... je peux pas l'enfermer. Est-ce que c'est pas parce que les hommes ont voulu garder le contrôle sur les femmes que finalement ce mot existe? Bienvenue dans l'Incartade, le podcast qui propose un nouveau regard sur l'infidélité féminine. Ce sujet concerne près de 40% des femmes en France et en Belgique, et pourtant il reste encore tabou. Ici, on ne juge pas, on explore, on questionne. Je m'appelle Céline, je suis coach et autrice. J'ai moi-même traversé une histoire qui a fait vaciller toute ma vie. De cette expérience est né ce podcast et un roman de fiction inspiré du réel qui aidera les femmes à sortir de la honte et à se sentir moins seules. Le livre paraîtra en 2025. Toutes les infos sont en description et tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes mes actus. Si cet épisode te parle, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou 5 étoiles. C'est ce qui permettra à d'autres femmes de comprendre que cette transgression peut parfois être un chemin d'émancipation. Bonjour Mirabelle. Bonjour Céline. Et merci de témoigner dans ce podcast. Merci à toi. Pour commencer, je me disais que ce serait bien que tu te présentes un peu, que tu nous dises qui tu es, comme tu le sens. Donc moi je m'appelle Mirabelle, je suis dans le spectacle, je suis danseuse, comédienne. Qui j'étais à ce moment-là? Eh bien, j'étais assez jeune, c'était au début de ma vingtaine. Donc je sortais d'école de formation de danse et de théâtre. Alors à ce moment-là, j'avais commencé à travailler dans un cabaret. J'avais passé une audition un peu comme ça. J'étais arrivée d'ailleurs un peu... j'avais même pas envoyé ma candidature, j'y suis allée avec une copine qui m'a dit « Viens, je vais passer une audition demain matin, viens avec moi ». Donc j'y étais allée et j'ai été prise. Et voilà, donc au départ, je pensais pas du tout dans ma vie faire du cabaret à la sortie de mon école. Je me suis dit « Oh là là... c'est pas ça que je veux faire, je veux être dans des compagnies, faire de la danse contemporaine et tout ça. » Mais j'ai démarré le cabaret et en fait, j'ai trouvé ça super chouette, ça m'a apporté plein de choses. J'étais assez jeune, mais j'avais déjà rencontré mon compagnon, peut-être déjà je peux dire ça. Ouais, j'étais très heureuse de cette rencontre et déjà très 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 amoureuse, mais j'avais aussi un petit peu peur parce que j'avais 21 ans et que je sentais que à un endroit, j'avais peut-être fait la rencontre de ma vie, mais ça me stressait un peu. Je me disais, j'ai pas beaucoup vécu pour faire la rencontre de ma vie. Mon compagnon, il est toujours metteur en scène. Alors, au départ, c'est très intense. Donc déjà, la rencontre se fait déjà sur un drama, parce que c'était le compagnon de ma colocataire. Enfin, le compagnon. En tout cas... Oui, ils avaient une histoire. Ils ont été ensemble, ils se sont séparés. Il se trouve qu'après, j'étais en colocation avec cette fille-là au moment où ils recommençaient un peu à se voir. On est tombés amoureux. Donc la relation déjà commence sur cette infidélité qui n'est pas... Enfin, si, c'est la mienne aussi, parce que c'est une infidélité envers ma colocataire, parce que c'est sûr que c'est pas des choses qui se font. Alors au début, j'y croyais pas trop, mais c'est vrai que ça a été assez de mon côté fusionnel directement. J'avais tout le temps envie de le voir. Il a 9 ans de plus que moi, donc pour moi, je l'idéalisais beaucoup. J'avais envie d'apprendre de sa vie. Voilà, c'était quelqu'un déjà à 30 ans, de bien ancré dans son travail. Et j'avais envie de découvrir son univers. Qu'est-ce qui fait le pas de venir plus vers toi? Qui a fait le premier pas? C'est difficile à dire parce que je pense que c'est quelque chose c'est un dramaturge. Alors, il met en scène sa propre vie, je pense, et... Là-dessus, il est intelligent, il dévoile des choses de son ressenti, de son amour, et il me surprend au fil des années. Il en garde un peu sous le pied, quoi, pour que je retombe amoureuse fréquemment. Donc ça marche? Oui, ça marche.
Moi, quand je parle de coup de foudre, que c'était évident, que quand même, je sentais... Alors que moi, je pensais que c'était quelqu'un de très... Enfin, pas très extraverti, mais en tout cas très sociable. Parce qu'avec moi, il me parlait beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte par après que c'était pas le cas dans la société en général. C'était évident qu'il était quand même attiré par moi parce que c'était assez simple, il venait me parler, on parlait beaucoup et tout ça. Bon, alors que j'étais la coloc de sa copine qui avait 21 ans, quoi. Je pense que ce qu'il aimait, c'est que en tout cas j'étais, mais je pense que je suis quand même encore, mais peut-être un peu moins, avec plein d'énergie, pareil, à déborder d'attention et d'amour et de vouloir rencontrer la personne et d'enthousiasme. D'ailleurs, au début de notre relation, il m'appelait Sunshine. Ça n'a pas duré très longtemps. Après, il m'a appelé Chameau. D'où vient ce surnom Chameau? On ne saura jamais exactement. En tout cas, au début, il m'appelait Sunshine. Donc, j'ai envie de dire que c'est ma façon d'illuminer sa vie à ce moment-là. Il sentait une énergie solaire et qui, sans doute, l'a attiré et lui faisait du bien. Et qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Qu'est-ce qui m'a plu chez lui? Je trouve toujours que c'est compliqué, ça, parce que... Bon, en tout cas, moi, j'ai vraiment du mal à définir mon amour pour lui complètement, parce que pour moi, c'est quelque chose qui se joue entre nous et qui n'est pas définissable. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui se jouaient. Je pense que le côté artiste me plaisait. Des détails, des fois, il jouait de la guitare, il chantait. Bon, ça, sûrement, c'est un peu mon... comment on dit quand ça rappelle notre père, voilà, c'était un peu, ça me rappelait un peu mon père, des petites choses comme ça. Aussi, c'est quelqu'un d'assez calme, introverti, et moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui peut prendre beaucoup de place, donc ça venait contrebalancer ça. Ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai senti tout de suite quelqu'un de très, très vrai, très simple, en tout cas dans sa relation humaine, et qui donne beaucoup d'amour. On passe encore 1 an où évidemment mes colocs changent. On passe encore 1 an à vivre chacun de notre côté. Et puis au bout de cette année, mes colocs partent. Il se trouve que lui aussi était en coloc et que ses colocs partent. Et donc là, on décide d'habiter ensemble. On habite dans 2 appartements différents sur 2 années d'affilée. Et on passe beaucoup de temps ensemble, mais quand même, c'est une époque où on travaille chacun de notre côté. Donc on n'est pas là tout le temps, quoi. Même des fois, on part 1 semaine, 2 semaines. C'est des moments où on n'est pas ensemble. Et la vie d'artiste, ça ressemble à quoi, en fait? Je pense qu'il y a 10 000 vies d'artistes. La mienne, à cette époque-là, j'essaie d'aller prendre des cours de danse, des stages, entre les moments où je répète, où je travaille, où j'ai des spectacles. Une semaine n'est pas l'autre, quoi. Ça ne se ressemble pas toujours, bien que, par exemple, au cabaret, on travaille souvent quand même plutôt les week-ends, le soir. Et donc, il y a quand même pas mal de temps libre, mais ce temps libre, il vaut mieux essayer de alors, pas tout, évidemment, mais trouver une certaine autonomie dans son travail et que je me bouge pour m'entraîner moi-même, aller prendre des cours, etc. Et voilà, donc je cherche tout ça, je pense, à cet âge-là, comment trouver ma propre autonomie, aussi comment aussi me trouver artistiquement, parce que c'est pas simple, j'ai été dans une école très, très technique, et on m'a pas beaucoup poussée à chercher qui j'étais artistiquement et à développer mon univers. Donc j'ai plutôt envie d'aller vers là. Je fais des stages beaucoup avec des chorégraphes, avec des metteurs en scène, d'improvisation, théâtre. Et je suppose que dans ce milieu-là, cette recherche artistique, elle passe aussi par l'autre. Oui, par les rencontres. Et du coup, c'est un univers un peu de séduction. On a envie de séduire par son art, mais du coup, la frontière est mince, ou en tout cas, quand on n'a pas encore tous les codes de ce qu'on dégage, enfin, qu'on n'a pas encore bien compris tout ce qu'on dégage ou pas, et qu'est-ce que ça engendre comme comportement. Je pense que moi, j'étais à un endroit où je n'avais pas encore bien saisi qu'est-ce que je dégageais comme féminité, sensualité, sexualité, qu'à un endroit, je m'en servais,
parce que aussi j'avais la sensation qu'il y avait que comme ça que je pouvais plaire, mais j'étais incapable de dire que je faisais ça. J'avais pas du tout le recul, c'était ni les mots, voilà, et les loups rôdaient autour. Je me rappelle pas de tout exactement. Ce que je sais, c'est que par exemple, c'était un stage voilà, où on avait tous et toutes entre 24 et 30 ans, quoi. Et donc, oui, il y avait beaucoup de jeux de séduction entre tout le monde, que ce soit au plateau pour plaire dans notre art ou en dehors, dans les moments de détente, de repas et tout ça. Ce gars, il était avec quelqu'un quand même au stage, avec une autre nana, mais ils étaient un peu libres, mais pas complètement, c'était pas très clair. Je sentais quand même des regards, voilà, et puis il y a eu la soirée de fin de stage, où là, tout le monde était un peu en mode séduction avec tout le monde, ça s'embrassait des fois à plusieurs, voilà. Et à un moment donné, ça s'est passé avec ce gars. Monsieur Y. On va l'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que vous êtes à un moment donné du stage embrassés ? Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, et à la fin du stage, on s'est embrassés. Mais vite fait. C'est un gars que tu avais remarqué déjà depuis le début du stage ? Tu vois, est-ce qu'avec lui particulièrement, il y avait plus de séduction qu'avec quelqu'un d'autre ? Alors, il y avait eu un premier stage que mon compagnon avait fait aussi, en tout cas en partie, où il y avait déjà ce gars. On était devenus potes avec ce gars. Et donc, mon compagnon le connaissait, donc on était amis tous les deux avec lui. Et donc, il venait quand même des fois chez nous, manger, regarder un film, tout ça. Il y a ce deuxième stage que mon compagnon ne fait pas. Et oui, du coup, je le connaissais déjà. Oui, j'avais déjà une connexion particulière avec lui. Je sentais que physiquement, en tout cas, il avait un physique atypique pour moi, qui me titillait, quoi. Donc, j'ai remis les morceaux dans l'ordre. Parce que des fois, notre cerveau, il veut oublier les détails. C'est ça que j'allais te demander. Pourquoi tu crois qu'il veut oublier les détails ? Je pense que des fois... le cerveau veut oublier les détails, alors que je me rends compte que le triangle dans notre couple revient souvent. Mais dès le début, il était là. Voilà, ouais. Avec ma colocataire, etc. Ouais, dès le début, il y avait le triangle, infernal. Ouais. Et ça t'évoque un truc en particulier ? Là, maintenant, d'où je suis, ce que ça m'évoque, c'est que on est toujours ensemble, on a surmonté beaucoup de choses, on est très amoureux toujours, même au bout de 11 ans. Je suis très amoureuse. Et je me rends compte qu'à des moments, je pense qu'on est envié dans cet amour et on laisse rentrer des gens dans notre intimité proche. Souvent, voilà, une personne, c'est un ami, une amie, et ils viennent très souvent parce que nous, on aime bien être avec des gens, pas parce que ça va pas entre nous, parce qu'on aime bien partager des moments, des repas, des films et tout ça. Et donc, on les invite dans notre intimité. Et ça provoque le désir et l'envie, parce que aussi notre intimité peut-être leur plaît. Là, je le lis un peu comme ça. Parce que j'ai quand même vraiment essayé de prendre du recul et de me dire, est-ce que il se joue quelque chose ? Est-ce que, en tout cas, mon compagnon et moi, on a une nécessité avec ça ? On veut que des choses se rejouent, ou je sais pas. À l'heure actuelle, j'en ai pas l'impression. Et après, j'essaye de me rappeler, c'est vraiment quand même il y a longtemps, parce que c'est une histoire en 2 épisodes quand même. Je décide de partir avec lui voir son ami à Marseille. Enfin, son pote, en fait, était au stage aussi avec nous, donc je le connais. Et il me dit « Ah, viens à Marseille et tout ça. Monsieur Y vient aussi. On y va. » Et bon, voilà, là c'est un week-end... voilà. Un week-end dérapage. Un week-end dérapage. Le fait d'avoir rencontré mon compagnon aussi jeune,
c'était quand même encore une problématique pour moi. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas connu tant d'hommes que ça avant lui, et j'ai quand même envie d'en connaître d'autres, et peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Quand même, il y avait cette chose-là en moi. Mais en fait, ce qu'il y a aussi dans cette histoire-là que je trouve commune avec la mienne, c'est la relation à la base avec ton compagnon, qui est aussi plus âgé que toi, avec qui tu as eu une connexion directe, très fusionnelle, avec qui en fait tout va bien et tu te dis bah oui, c'est le bon. Ouais, je me dis c'est le bon, mais trop tôt. Je me dis ça, ouais. Mais alors, à ce week-end-là, quand tu es sur la porte glissante de « je dois partir au week-end avec Monsieur Y, que j'ai déjà embrassé », est-ce que tu le dis à ton mec ? Est-ce que tu lui dis pas ? Et comment tu te sens, du coup ? Je lui dis pas. Bon, en fait, il y avait quand même des choses qui allaient pas entre nous à ce moment-là, mais encore une fois, qui n'étaient pas insurmontables si j'avais communiqué, s'il avait communiqué, si nous avions communiqué. J'ai préféré prendre la pente glissante que communiquer à ce moment-là. Oui, puis on peut pas se juger la soi de quand on avait 23 ans avec notre vision de maintenant on a 33, tu vois. Bien sûr, je me sens comme ça, je me sens ça va pas trop, ou en tout cas peut-être je m'invente un peu plus, j'exagère un peu le ça va pas trop dans ma tête pour m'autoriser, je vais voir ailleurs, et peut-être que du coup si l'herbe est plus verte ailleurs, en effet... je vais vivre d'autres aventures, quoi. Je crois que j'ai envie d'aventure encore. Parce que, je sais pas, parce que je suis jeune et que je me dis, c'est bien les aventures. Ça va pas plus loin que ça, je crois. Week-end, Monsieur Y. Bon. Ben, c'est chouette. Déjà, je commence à... Quelque part, bon, maintenant je le dis avec le recul, mais c'est très sexuel uniquement. De toute façon, c'est impossible de juger si l'herbe est plus verte ailleurs sur un week-end avec quelqu'un et une relation de 3 ans, en fait. Ça n'a... Enfin, pour moi, maintenant, ça n'a pas de sens. Mais il y avait une vraie connexion physique. Et avec ton compagnon, physiquement, t'étais pas frustrée à ce niveau-là ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Je crois que j'étais encore dans la jeunesse, dans la performance, dans toujours plus. C'est aussi ça qui va m'épanouir. La recherche de liberté extrême qui, en fait, t'enferme dans d'autres schémas. Toutes les questions autour de l'amour libre, l'amour à plusieurs. Bah oui, la recherche aussi de toi à ce niveau-là, quoi. Finalement. Voilà. La recherche de moi à ce niveau-là, la recherche de moi en tant que femme, de ma féminité, de ma sexualité, et comment je me sens là-dedans, et qu'est-ce que j'aime pas, en fin de compte, je savais pas encore. Et donc, fin de ce week-end, je rentre, mon compagnon, il est pas bête, hein, donc il avait bien senti, il avait bien compris, donc il me dit, bon, allez, hop là, faut parler, quoi. Là, se passe quelque chose de très surprenant. Peut-être on se dit, on va faire un trouble, quoi. À 3. Parce que Monsieur Y, il vient parler aussi. On parle tous les 3. Mais ça dure... cette idée dure l'histoire de une après-midi, quoi. Mais oui. Parce qu'en fait, c'est pas possible. J'ai déjà une relation trop développée avec mon compagnon. Il accepte quelqu'un qui, en fait, n'a pas envie d'accepter. Bon, après, il y a certaines personnes qui arrivent, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est aussi comment je fais énergétiquement pour donner de l'énergie partout et donner de l'amour partout. Alors, peut-être j'en reçois 2 fois plus, mais il faut aussi en donner 2 fois plus. Et là, par contre, même si j'adore, c'est quand même conséquent, surtout qu'il y a déjà une relation qui est bien établie. Et je décide de rester avec mon compagnon. Et ça s'arrête là. Bon, voilà, mon compagnon a pardonné. Je lui suis très reconnaissant de m'avoir laissé faire ces expériences parce que je crois que j'ai plus appris sur moi-même par cette expérience
que si juste je m'étais dit non, on n'a pas le droit d'être infidèle et tout ça, mais qu'en fait je l'avais pas expérimenté. Je pense que c'est aussi pour ça que je reste avec mon compagnon. Je trouve que c'est une grande sagesse et j'ai de l'émotion qui monte en le disant. Et aussi une façon d'aimer très belle et très forte que d'essayer réellement de comprendre qu'est-ce qui s'est joué pour moi et de l'accepter et de pardonner. Vous reprenez votre vie, vous continuez votre vie de couple, et cette incartade-là, elle est... Ah, il y a elle quand est même un évacuée. truc qu'on décide de revivre séparément. Parce que aussi mon compagnon a envie de campagne et moi moins. Je commence par trouver un appartement qui est assez petit. Et lui pas, donc on vit à deux dans ce minuscule appartement pendant 10 mois. Mais je pense qu'il permet de nous reconstruire et de reconstruire notre relation, de reconstruire la confiance. Et après, il trouve un lieu à la campagne. Et donc là, on revit séparément, en mode on va chez l'un, chez l'autre. Voilà. 3 ans après le premier épisode, avec ce même Monsieur Y, il est quand même revenu dans notre vie en tant qu'ami. Alors, plus aussi proche, mais on le voyait avec d'autres amis et tout ça. On se lance dans une création ensemble. Tous les 3 ? Non. Juste moi et oui. Monsieur Y, Ok. avec d'autres gens. On n'avait pas trop reparlé en fait quand même. On s'était recroisés et tout ça, entre amis, c'était... Mais on n'avait pas trop rediscuté de tout ça. Voilà, cette création la démarre et moi je sens encore quand même une grosse attirance physique. Il y a un soir où on rediscute, on a un peu bu et ça redérape. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, y a quand même un truc, quoi. En tout cas, c'est ce que je me raconte. Parce que tu ressens une très grosse attirance physique. Ah ouais, physiquement, oui, je ressens une grosse attirance. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas pourquoi. C'est pas forcément plastique. C'est pas que je le trouve beau ou laid ou quoi, c'est que je sens que ça se connecte. Oui, parce que sinon, à part ça, est-ce que c'est ton type de mec, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Quand je fais un petit récap des mecs que j'ai eus, ils sont quand même assez différents. Ce qui est sûr, c'est que c'est pour ça que c'est bizarre, parce que je pense que j'arrive pas à ce moment-là encore à me dire que c'est uniquement physique, alors que maintenant, je le vois et j'aurais pu le dire. Enfin, j'aurais pu, si j'avais pris du recul, si j'avais vraiment réfléchi, dire que j'étais pas amoureuse. Par contre, oui, au niveau des échanges, au niveau... intellect, sans jugement, ni plus ni moins, c'est juste que je connectais pas comme quand je suis amoureuse. Bah, à cet âge-là, milieu, fin de la vingtaine, c'est encore un moment où on n'a pas encore vraiment remis en question ce que c'est l'amour pour nous, ce que c'est être amoureux pour nous, et on continue à être dans l'idée que je suis complètement émoustillée et je suis hors de mon corps, du coup ça veut dire que je suis amoureuse, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Et puis on a encore du mal à démêler. En fait, je lui plais. Est-ce que c'est parce que je lui plais que j'ai l'impression d'être amoureuse ? Est-ce que je le désire ou est-ce que je le désire parce qu'il me désire ? Ouais, moi j'étais beaucoup dans ça. À désirer parce qu'on me désirait. Et donc là-dessus, là j'étais servie. Hein, parce que des fois je voyais ses pupilles se dilater quand il me voyait. Donc, ça venait complètement appuyer sur ce point-là. Et là, j'étais encore dans mais peut-être que je peux vivre plusieurs histoires parallèles, que c'est ma liberté, en racontant pas tout. Comme ça, je fais du mal à personne, mais j'aime tout le monde, mais je vis une vie multiple et intense. C'est ce que je me racontais. Donc, je vis cette vie multiple et intense pendant quelques mois. C'est très fatigant. Très, très fatigant parce que... C'est à la fois, j'ai l'impression d'être tout le temps excitée, à la fois, je mens en fait. Et mentir, c'est jamais bon. Et je dis pas ça, c'est pas bon pour les autres, évidemment, et de façon éthique, mais c'est aussi pas bon pour soi. Parce qu'on se ment aussi, généralement. Bon, ça finit par s'apprendre une seconde fois. Comment, comment c'est découvert ? Il s'en doutait, tu vois ? Ah ouais, il s'en doutait, parce qu'il le sent. Parce que je suis pas... Il y a des moments où je suis pas vraiment là, dans ma tête. Je suis moins complètement présente. Puis ça se sent quand on ment. Une seconde fois, on propose un trouble. Non, ce qui se passe, c'est que
au final, dans la journée, on arrête cette idée de trouble et je décide de quitter mon compagnon. Et là, monsieur Y n'est pas là. Il devait partir pour le boulot, mais... Et il me donne pas trop de nouvelles. Donc, je me retrouve toute seule. J'ai quitté mon compagnon, que ça fait 7 ans que je suis avec, pour monsieur Y qui n'est pas là. Et en plus, je me rends compte que c'est n'importe quoi. Je suis en train de mourir à faire l'étoile sur mon carrelage, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Se séparer de quelqu'un, c'est jamais facile. Mais là, à ce point-là, quand c'est sa propre décision, c'est que quand même, c'est pas la bonne décision, j'ai l'impression. Parce que je pense que j'étais encore très, très amoureuse. Au bout de 5 jours, ce qui n'est pas énorme, mais moi, ça m'a paru une éternité, ces 5 jours. Mon compagnon, pendant ces 5 jours, de temps en temps, il m'appelle voir comment je vais, c'est pas trop dur et tout. Au bout du 5e jour, il m'appelle et il me dit « Bon, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je prenne soin de moi, c'est fini, donc je vais arrêter de t'appeler, de prendre de tes nouvelles pour savoir comment ça va. » Et là, je me dis, mais n'importe quoi. Donc, j'écris un mail à monsieur Y, où je lui dis que c'était quand même une belle histoire, mais qu'en fait, c'est pas possible. Et je me remets avec mon compagnon. Pendant toute cette période, je vois aussi une thérapeute. Pendant les 5 jours ou pendant la période après? Non, pendant la période, même avant, même pendant. Ah, même pendant que tu as la liaison? Ouais. Et il y a quand même un moment où elle me dit mais monsieur Y, c'est votre objet sexuel. Et donc par après, je médite là-dessus. Et voilà, et je réalise qu'en effet, que ça venait surtout assouvir un besoin d'être désiré. Mais pourquoi j'ai besoin d'être désiré autant alors que ça se passe très bien déjà avec mon compagnon. Qu'est-ce que ça vient cacher? Du coup, ça vient cacher pourquoi j'ai autant besoin de plaire. Est-ce que je n'existe qu'à travers le regard des autres? Comment je peux exister à travers mon propre regard? Pourquoi tout tourne autour de la séduction et du fait de plaire? Comment je peux exister autrement dans ma relation au monde, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes même. Je pense que j'étais quand même aussi beaucoup là-dedans avec les femmes. Je suis hétéro, cisgenre, donc ça ne partait pas... J'ai pas été infidèle avec une femme, mais j'étais quand même dans un rapport de séduction fort parce que je savais pas comment vivre autrement. Et donc, je me suis rendu compte que je me dévaluais, en fait. Je pense que c'est quand même lié au fait que... c'est un fait sociétal. C'est aussi une éducation. Quand j'étais petite, on me disait toujours « Ah, comme t'es belle, tu vas savoir avoir tout. Regarde, il suffit que tu clignes des yeux pour que ce soit bon. » Enfin, voilà, il y avait un truc comme ça dans la séduction, qu'on me disait... même enfant, on me disait que c'était comme ça qu'il fallait faire un peu. Mes parents, mon père surtout, mais aussi la société dans laquelle je vis. Il a fallu déconstruire tout ça. Et je pense que c'est vraiment après le 2e épisode de ça que j'ai commencé à vraiment me questionner sur mon rapport à la séduction. Et donc, j'ai commencé à un peu tout fermer là-dessus. Tu veux dire fermer, c'est-à-dire être plus du tout dans la séduction. Ah ouais. Jusqu'à même me dire qu'en fait, je ne plaisais plus à personne sauf à mon amoureux. Ce qui est déjà pas mal, hein, ceci dit. Je pense qu'il faut trouver l'endroit juste. Je pense pas que j'y suis encore, mais c'est un travail. Tu t'es quand même dit, ok, je le quitte pour l'autre. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi pour que tu te dises, je le quitte pour l'autre? Bon, ma thérapeute, à ce moment-là, j'ai l'impression que... avec le recul, je me dis ça. Je sais pas, c'est un peu particulier ce que je vais dire. C'est une thérapeute très... pour que les femmes reprennent le pouvoir de leur vie. Et moi, j'ai quand même eu beaucoup la sensation qu'elle avait quand même envie que je quitte mon compagnon. Ce qui n'est pas très bien, d'avoir la sensation que sa thérapeute veuille qu'on quitte. Et que du coup, j'étais toujours en train de me justifier de rester avec lui, etc. Et donc, quand je franchis le pas, j'ai l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, de me libérer de chaînes
alors qu'en fait, pas du tout. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que je me dis non mais c'est pas possible, ça fait 2 fois que ça arrive avec cette même personne, c'est qu'on a quelque chose à vivre. En fait, je me dis ça à un moment. Peut-être que ce sera pas, mais il faut essayer quoi. Maintenant, je peux dire que non, on n'avait rien. Enfin, même si je l'ai pas vécu, en fin de compte, on n'avait rien à vivre. Mais bon, déjà, je le sais parce que c'était uniquement physique en fait. Enfin, maintenant que j'ai le recul. J'avais pas tant de connexion que ça au niveau en dehors du physique et du sexuel. Oui, c'est ça. Après cette réflexion-là, comment est-ce que toi, tu t'as réapprivoisé ta manière d'être au monde ? Bon, je pense que pendant ma vingtaine, je sais pas, on regarde trop de séries sûrement. Je me disais que c'est ça, que la vie... c'est du drama, c'est des moments d'intensité extrême, que on a besoin de papillons dans le ventre, de se sentir voler tout le temps, mais c'est un peu comme une drogue. C'est un peu, des petits cachets qu'on reprend comme ça et qui font des montées. Avec la maturité, je réalise que cette drogue, c'est fatigant, que ça fait pas du bien. Que c'est aussi chouette et reposant et simple d'être dans des choses saines, calmes. Et puis aussi, je me rends compte que toutes ces histoires, c'est comme mettre son énergie sur autre chose que sur les garçons. Voilà, mettre son énergie sur autre chose que plaire et sa vie sexuelle et sentimentale. C'est chouette aussi. Et je me rends compte que j'use beaucoup d'énergie là-dedans et pas assez sur mon travail, sur me développer artistiquement ou sur d'autres choses. Ouais, mais ça, c'est puisqu'on nous a un peu transmis le fait que pour avoir de la valeur, il faut plaire, il faut être simplement un bel objet, c'est normal que la partie de toi qui a peur de ne pas exister, elle aille vers être un bel objet, plutôt qu'être un objet épanoui, intéressant et un sujet, quoi. On nous a dit que notre manière d'exister, d'être heureux et même d'être en sécurité, c'est de plaire, d'être plutôt passive et jolie. Je pense que ça va aussi avec mon cheminement de mon autonomie. Avant, j'avais vraiment du mal à être seule et à savoir quoi faire quand j'étais seule. Je ne vivais qu'à travers le fait d'être avec les autres, vivre des moments avec les autres. Je n'existais que par là. J'ai vraiment appris à avoir du plaisir à être seule, à avoir du plaisir à faire plein de choses, quoi, que ce soit regarder un film ou lire ou écrire ou rêver. J'ai trouvé mon autonomie là-dedans et mon autonomie dans mon travail aussi. Et ça m'a aidée à me rendre compte que je pouvais exister d'une autre façon, quoi. Et pas que à travers le regard des autres. Et par rapport au couple, alors, qu'est-ce qui a changé et en quoi ça a fait évoluer votre couple ? Bon, à chaque fois, quand même, on a discuté et mon compagnon, à chaque fois, il se remet en question aussi. Il regarde comment on en est arrivé là, parce qu'à chaque fois, il a quand même estimé que c'était un on et pas que un tu-moi, enfin, que c'était pas que moi, que c'était aussi une situation dans laquelle on s'était mis à 2, à 3, quoi, en tout cas. Donc, on a beaucoup discuté du pourquoi, du comment, pouvoir s'exprimer sur nos ressentis avec légèreté. Et c'est ça qui est beau, je pense que là-dessus, on a grandi tous les deux, on arrive mieux à parler de nos émotions, à communiquer. Et des fois, il y a encore... la vie nous fait revivre des épreuves et nous remet face encore à des choses à débloquer, évidemment. On parle aussi de comment toujours nourrir notre amour. Je crois que moi, c'est ça, ma plus grosse découverte, c'est que des fois, on me dit oui, mais voilà... j'ai beaucoup d'amis célibataires qui disent oui, mais toi, t'as de la chance, t'es en couple, vous êtes très amoureux, voilà. Comme si c'était facile. Non, c'est pas facile. L'amour, pour moi, c'est un travail. C'est pas juste il est là. Il faut travailler à le garder. Mais je parle de ça de façon très positive.
toujours faire attention à alimenter cet amour, recréer des moments de partage, de redécouverte de l'autre, de pas se laisser aller. Des fois, c'est juste bête, mais je sais que mon compagnon et moi, ça nous importe beaucoup que chacun de nous fasse attention à soi, quoi, à son corps, à comment il est dans la vie, l'intérêt qu'il porte aux choses. Donc voilà, en tant que personne, s'alimenter en tant que personne, que ce soit corporellement, intellectuellement, vis-à-vis de ses sens, etc., pour pouvoir échanger là-dessus et s'alimenter l'un l'autre et être bien avec soi-même individuellement, quoi. Et donc c'est vrai que ça nous arrive des fois de nous repousser quand on sent que l'autre... voilà, après ça arrive de pas aller bien et on se soutient aussi, mais des fois aussi on se dit allez hop, coup de mou là, allez, on se redynamise, on se laisse pas aller, et du coup on se redécouvre constamment. Et je voulais montrer que potentiellement des fois la fidélité, ça peut être un outil d'émancipation. Mieux se connaître pour pouvoir après faire des choix qui sont plus alignés avec soi-même. Je trouvais qu'à partir de ton histoire, ce qui a été intéressant, c'est que ça a été une opportunité pour améliorer votre couple. Et donc, je voulais savoir quels avaient été les ingrédients pour le faire. Mais tu viens de dire le mot choix. Et pour moi, la deuxième fois, quand j'ai quitté les 5 jours mon compagnon et qu'après j'ai rappelé, je crois que c'était la première fois que je faisais vraiment le choix pleinement de cet amour et de cet engagement. Et que voilà, et qu'à partir du moment où c'était un choix, mon choix, je le nourrissais différemment. Parce que je sais pas si avant c'était réellement des choix. C'était aussi il se passe ça, ça m'arrive, je suis toujours avec lui, oui, voilà, un peu je vis ma vie avec ce qui arrive autour de moi, mais en fait des fois c'est aussi un choix, comme ça peut être un choix d'être célibataire. Et voilà, moi j'ai vraiment pleinement choisi cet amour et j'en suis très fière. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui potentiellement là sont dans une situation où elles sont en couple mais elles savent pas ce qui leur arrive, elles ont un coup de cœur pour quelqu'un ou une attirance super forte et elles sont au bout de leur vie, ça remet tout en question, leur couple, leur amour, qui elles sont. Ces femmes-là, il y en a plein. Tu leur dirais quoi ? Bon voilà, c'est pas forcément grave de ressentir ça et c'est vrai qu'on se sent très coupable. Moi, je me rends compte avec le recul qu'autour de moi, les gens, j'avais la sensation que quand même, ils m'accusent, enfin que c'était un fait grave. Mais c'est pas vraiment ça qu'ils pensaient. Ce qu'ils pensaient, c'est que je m'égarais, que j'étais perdue dans... Et en fait, c'était plutôt bienveillant, en fin de compte. Ils s'inquiétaient de savoir dans qu'est-ce que je prendrais comme direction et ils voulaient le mieux pour moi. En tout cas, au moment où ça se passait, certes, j'étais un peu perdue. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait du bien de vivre ça pour mieux me connaître et mieux comprendre quelles étaient mes blessures, mes souffrances et comment les soigner et comment me soigner. Et pour après faire mes propres choix en conscience, j'ai envie de dire que ouais, des fois, c'est pas grave, ça arrive et il faut y aller, mais c'est sûr que c'est pas facile quand ça remet toute notre vie en question. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à côté de moi qui était compréhensif. Mais bon, voilà, peut-être que si la personne à côté de nous n'est pas compréhensif, ça pose aussi des questions. Voilà, et la clé, c'est quand même la communication. Même si c'est pas facile, des fois, de parler de ses émotions par rapport à ça, c'est quand même bien d'arriver à poser des mots et à pouvoir communiquer là-dessus. Oui, même je pense en fait, quand tu dis ça, je pense même mettre des mots de soi à soi. Oui. Enfin, prendre un cahier et commencer à écrire en fait ce qu'on ressent. Et ça pourra peut-être amener à un peu mieux comprendre le besoin qui demande à être écouté et entendu au moment où quelque chose comme ça nous arrive. Parce que souvent, c'est qu'il y a une partie de nous qui souhaite exister et qu'on a laissé de côté. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Merci Mira. Merci à toi. Dans les recoins de Paris, je ne sais plus qui je suis. Embrasse-moi plus fort, plonge-moi dans mon oubli. Est-ce que je